Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé lance la plateforme dédiée au contenu local. Le dispositif répond à plusieurs questions, notamment la question des montants alloués aux biens et services produits en Côte d'Ivoire. Le but est de donner une nouvelle orientation au secteur pétrolier et gazier ivoirien. Zéro perte en vie humaine en saison de pluie, c'est l'objectif visé par le gouvernement. Et bien pour joindre l'acte à la parole, des ministres s'organisent et affinent des stratégies. 5 membres du gouvernement mènent des actions conjointes afin de prévenir les catastrophes liées aux pluies diluviennes dans notre pays. Le dossier politique de ce 20 jette des regards croisés sur l'héritage d'un leader politique ivoirien, Henri Konan Bédié, l'ex-président de la Côte d'Ivoire et du PDCI RDA, décédé le 1er août 2023, sera inhumé le samedi 1er juin prochain à Daoukro, sa ville natale. Mais que retenir de son parcours? Quel héritage pour les générations futures? Élément de réponse tout à l'heure. Enfin, en Afrique du Sud, le décompte des voix a commencé dans la majorité du pays après les législatives tenues ce 29 mai. La commission électorale s'attend à une participation bien supérieure à celle des dernières législatives en 2019. Les résultats définitifs seront connus certainement ce week-end. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé vient de lancer la plateforme dédiée au contenu local. Le dispositif vise à donner une nouvelle orientation au secteur pétrolier et gazier ivoirien. Les réponses à ces questions sont trouvées. Quelles parts de marché sont attribuées aux entreprises prestataires? Quels sont les montants alloués aux biens et services? Et combien de travailleurs ivoiriens sont employés dans les activités pétrolières et gazières? Explication avec Lansine Bakayoko. Cette plateforme numérique permettra notamment de dématérialiser toutes les procédures de demande ou de renouvellement d'agrément, de publier les appels à candidature et les appels d'offres, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de contenu local dans les activités pétrolières et gazières. La mise en œuvre de la loi sur le contenu local intervient au bon moment. Il s'agit, en effet, avec ce nouveau cadre, d'assurer une meilleure distribution des retombées économiques du développement de ces réserves. Le contenu local dans les activités pétrolières et gazières porte sur toute la chaîne des valeurs de l'industrie pétrolière et gazière. L'exploration, le développement, la production des gisements, le transport maritime ou terrestre, le raffinage, le stockage, la distribution des produits pétroliers, j'en passe. Cette loi relative au contenu local dans les activités pétrolières et gazières met en avant une demi-douzaine de dispositions majeures. Il y a la catégorisation des activités, de sous-traitance pétrolière, de prestation de services et de fourniture de biens et services dans les activités pétrolières et gazières. La mise en place d'un agrément préalable pour l'exercice de toute activité de sous-traitance pétrolière. Une liste évolutive d'emplois exclusivement réservés aux travailleurs ivoiriens. La définition d'objectifs annuels chiffrés que les sociétés pétrolières et l'ensemble des entreprises intervenant dans les activités pétrolières et gazières en Côte d'Ivoire doivent atteindre. Le renforcement de la transparence dans les attributions de marché dans les activités pétrolières et gazières. La mise en place d'un mécanisme de planification et de redevabilité des entreprises en matière de contenu local. Avec le contenu local, il est attendu que les activités pétrolières et gazières apportent aux populations ivoiriennes, entre autres, plus d'emplois, un meilleur positionnement des nationaux dans les organigrammes des entreprises et davantage de parts de marché pour les entreprises ivoiriennes. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que les conditions sont réunies pour permettre à l'État et aux Ivoiriens de tirer pleinement profit des retombées des activités pétrolières et gazières sur notre territoire. Je voudrais donc lancer un appel solennel
aux sociétés pétrolières et gazières ainsi qu'à leurs partenaires traditionnels, les multinationales du service pétrolier et gazier, pour qu'elles s'engagent résolument en faveur du contenu local. C'est dans notre intérêt à nous tous et c'est gagnant-gagnant. Le bassin sédimentaire ivoirien, de plus en plus attractif, place les industries extractives en bonne position pour devenir le second levier de croissance de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Voilà, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé a par ailleurs échangé ce jeudi avec le président de la Banque asiatique d'investissement et pour les infrastructures. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu à la primature et divers sujets d'intérêt commun ont été évoqués pour le bien-être des populations. La Banque asiatique d'investissement et pour les infrastructures est la première banque multilatérale de développement basée en Chine. Elle a été créée pour répondre aux besoins croissants d'infrastructures en Asie du Sud-Est et central. Et toujours dans l'actualité nationale ce jeudi, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé aussi l'ouverture d'un conseil d'administration au CESEC. Il s'agit de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Les membres veulent contribuer à la promotion du dialogue social et de la démocratie participative dans le monde. Jean-Luc Bambo pour plus de détails. 35 délégations issues de 4 continents. La réunion annuelle de l'Association des conseils économiques, sociaux et institutions similaires se tient depuis ce jeudi dans les locaux du Conseil économique, social, environnemental et culturel à Abidjan. Un honneur pour la Côte d'Ivoire, mais surtout la preuve de l'intérêt que porte le pays aux questions de développement bilatéral et multilatéral. Le président Alassane Ouattara convaincu que le développement des États et leur rayonnement ne sont possibles que dans une synergie d'action, a inscrit au cœur de sa très haute gouvernance le développement de la coopération bilatérale et multilatérale pour mieux apprécier les préoccupations qui s'imposent à tous et nous permettre de nous enrichir mutuellement des différentes approches. Des institutions ivoiriennes fortes pour prendre une place considérable et jouer un rôle prépondérant dans les organisations internationales auxquelles elles appartiennent. Telle est la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, exprimée à cette cérémonie d'ouverture par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Nous avons fait le choix d'accroître le champ de perception de la vie économique et sociale de nos États en optant pour la valorisation des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, et vous avez pris l'option d'étendre ces champs d'investigation en fédérant vos initiatives, afin d'aboutir aux meilleures solutions adaptées à nos contextes dans les matières communément identifiées. L'AEC6 a associé à cette réunion un atelier sur le rôle du dialogue social et de ces institutions dans la lutte contre les inégalités dans le monde du travail. Les efforts consentis par les autorités ivoiriennes en matière de principales réformes de lutte contre les inégalités dans le monde du travail, à travers l'instauration d'un cadre de dialogue structuré, conformément à la très haute vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, concerne d'une part les fonctionnaires et agents de l'État et d'autre part les travailleurs du secteur privé, tout en capitalisant les conclusions des réflexions initialement entamées à Athènes en novembre 2023. De nouvelles voies à explorer seront identifiées afin de construire un monde du travail plus juste et plus équitable par l'instrumentation du dialogue social, du dialogue tripartite. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires a été fondée en juillet 1999 à l'île Maurice. Présidée par le curatien John Jacobs, ses missions sont entre autres promouvoir le dialogue social et la démocratie participative dans le monde. Il faut garder la vigilance en cette saison de pluie. 0 perte en vie humaine en saison de pluie. C'est l'objectif visé par le gouvernement. Et bien, pour joindre l'acte à la parole, des ministres s'organisent et affinent des stratégies. 5 membres du gouvernement mènent donc des actions conjointes afin de prévenir les catastrophes liées aux pluies diluviennes dans notre pays. Walter Amadou Ouattara. Depuis 2005, les fortes pluies ont causé 340 décès en Côte d'Ivoire.
L'année dernière, 39 morts ont été enregistrés. Face à ce sombre tableau, le gouvernement met l'accent sur la prévention à tous les niveaux. Nous sommes obligés de revoir tous les dispositifs dès que les pluies commencent pour être en mesure de répondre non seulement aux attentes, mais de réagir promptement à chaque fois qu'une situation se présente. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. À cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, tour à tour, les 5 ministres présents ont fait le point des actions exécutées et en cours afin de maintenir le cap de 0 mort cette année. On retient que 7000 bâtiments sur 131 000 déclarés à risque ont été démolis. 1400 notifications de mise en demeure ont été émises. À Abidjan, 200 quartiers précaires sont identifiés, dont 38% représentent d'énormes dangers pour leurs résidents. Ici, nous voulons vraiment être proactifs et efficaces dans nos opérations, mesdames, messieurs. Il convient de procéder à des opérations importantes de déguerpissement. Les populations sont donc invitées à coopérer afin de sauver leur propre vie. L'ONAD a pris des dispositions pour curer tous les grands caniveaux, surveiller tous les ouvrages de drainage et l'entretien se poursuit de façon permanente. Mais cela ne suffit certainement pas. Si les populations elles-mêmes ne contribuent pas à préserver leur vie par les comportements, en faisant en sorte, par exemple, de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux. Des populations qui se hasardent à aller dans des zones inondables. Nous devons, nous tous, nous surveiller mutuellement pour préserver nos vies et mettre à l'abri celles des autres. L'ensemble des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes reste unanime. Contre les fortes pluies, la prévention est l'atout majeur pour éviter le pire. On en arrive à notre dossier politique de ce 20h et ce soir, on jette un regard sur l'héritage d'un leader politique ivoirien, Henri Konan Bédié. L'ex-président de la Côte d'Ivoire et président du PDCI-RDA a tiré sa révérence le 1er août 2023. Il sera inhumé le samedi 1er juin prochain à Daoukro, sa ville natale. Alors que le pays se prépare à lui rendre un ultime hommage, les témoignages sur sa vie fusent. Que retenir du parcours de l'ancien chef d'État? Comment son héritage influencera-t-il les générations futures? Questions-réponses dans le dossier politique signé Chantal Akandan et Diamasso. À 48 heures de l'inhumation de l'ex-président Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire se souvient d'un leader charismatique et visionnaire. Les souvenirs de la classe politique sont encore frais dans les mémoires. Le président Henri Konan Bédié, c'est un personnage politique qui a marqué la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance jusqu'à sa mort le 1er août 2023. Très tôt, il a été le tout premier haut fonctionnaire de notre nation qui ont marqué le début de l'indépendance depuis la CNPS jusqu'à son poste d'ambassadeur aux États-Unis, ministre de l'économie et des finances, proche collaborateur de Félix Houphouët-Boigny, acteur ou artisan en commun avec le président Houphouët-Boigny de la création de la richesse et de bâtir les fondamentaux de l'économie ivoirienne. Je voudrais vous faire partager ma peine et ma douleur d'avoir perdu un aîné que j'appelais affectueusement un doyen. Sa mort a été une mort inattendue. Nous sommes tous meurtris de voir notre doyen partir. Ils ne sont pas les seuls à apprécier l'œuvre de l'ancien homme d'État. Nous avons encore souvenir, même le père Houphouët, voilà, vraiment ils ont été nos guides. Ils nous ont éclairés. Voilà. Aujourd'hui, bon, ce ne sont pas les mêmes horizons que nous avons, mais nous nous adaptons. Le décès du président Bédié, il est déplorable. On retient de lui un président protecteur. En tout cas, de son temps, nous avons connu la paix, la tranquillité dans le pays.
Lors des cérémonies d'hommage, des personnalités de tous bords politiques ont salué l'importance et la grandeur du HKB. Il a servi la Côte d'Ivoire, il a pris des décisions déterminantes à des moments donnés de l'histoire de notre pays. Et nous ne pouvons que lui être reconnaissants. C'est un grand homme qui part, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire qui nous quitte. C'est donc un grand moment d'émotion, de tristesse. C'est normal pour nous d'être présents, particulièrement pour la famille d'Envahi, pour ce qu'il représentait pour nous. Un si grand homme, un homme de paix, un homme qui a voulu la cohésion, qui a fait don de sa personne à la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique, qui est parti comme ça. Nous avons perdu un baobab. Décédé le 1er août dernier, HKB laisse un héritage riche et complexe. Surnommé le Sphinx de Daoukro, il a marqué la politique ivoirienne par son charisme et sa vision pour le pays. Il avait ce patriotisme, il souhaitait que les Ivoiriens soient des hommes qui se sentent bien dans leur pays. Il y a donc eu ce que je peux appeler le patriotisme économique. Le président Bédié fut un patron exigeant et travailleur qui savait prendre des décisions courageuses en privilégiant toujours l'intérêt national. Aimé Henri Konan Bédié était un homme d'État rempli d'humour et de sagesse. Il a œuvré sans relâche pour la réconciliation nationale. Son héritage est immense. Il connaît la politique au bout des doigts. Il ne prend jamais de décision à la hâte. Vous lui parlez, il dit bon, retirez-vous, on va voir. Et nous perdons un grand homme. Le président Henri Konan Bédié nous quitte. Qui avons-nous d'autre? Lui-même qui part et qui est esprit désormais, qu'il veille sur la nation ivoirienne. HKB s'en est allé, mais son héritage continue de vivre. Le Sphinx de Daoukro a laissé une empreinte indélébile sur la Côte d'Ivoire. M. Ba et son frère, son excellent le président Alassane Ouattara, ont impacté positivement par leur attitude pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est dommage que ce monsieur nous quitte très tôt, mais c'est la décision de l'Éternel. La grâce que le Seigneur lui a faite, avec l'âge qu'il a eu, ça peut être une leçon pour ses successeurs. Sa vie est toute une leçon pour tous les autres. Avec ce qu'on a déjà vécu dans le pays et les sillons qu'il a déjà posés, je pense que ses successeurs doivent continuer dans cet élan pour toujours avoir la paix dans le pays. Son parcours inspire les générations futures à poursuivre son rêve de paix et de réconciliation. Comme lui-même était un homme de paix et de dialogue, voilà, aujourd'hui il n'est plus, mais il a resté quand même un héritage. Il a formé des gens à sa valeur. Et je pense qu'il peut y avoir des bobos, mais il y aura toujours une solution. Après, le leader, il y a toujours une succession, mais peut-être que ça ne sera pas la même donne, mais il faut reconnaître que Bédié a été vraiment d'un grand poids au niveau du PDCI. Alors que la Côte d'Ivoire dit au revoir au Sphinx, un nouveau chapitre s'ouvre. 1er août 2023, 1er juin 2024. La Côte d'Ivoire aura passé 10 mois à pleurer et honorer un de ses dignes fils, Aimé Henri Konan Bédié. Voilà, c'était Regard croisé sur l'héritage d'un leader politique ivoirien, Henri Konan Bédié, ancien président ivoirien et président du PDCI RDA. Un dossier réalisé pour vous par Chantal Akandan et Gamasso. Le parti politique Le Renouveau démocratique s'engage pour des élections apaisées dans notre pays. Le président de ce parti l'a souligné lors d'un point presse tenu cette semaine dans la commune de Cocody. Et Lamoussa Ginko veut promouvoir avec toute son équipe des valeurs de paix et de cohésion. Carmel Dia, Tatiana Bonou. Lamoussa Djenko était face à la presse. À quelques mois de la présidentielle, le président du parti politique Renouveau démocratique sonne la mobilisation pour des élections libres et transparentes. Mais il faudrait quand même qu'on se réveille, qu'on comprenne qu'on a un peuple qui dépend de nous, qui cherche à ce que nous puissions mettre en place un système économique viable. On se met ensemble, on travaille, on trouve des solutions. Tout ce que nous demandons, nous, au Renouveau démocratique et le reste de la Côte d'Ivoire, que cette élection se passe de façon pacifique et que ce soit inclusif.
Le Renouveau démocratique est un parti politique créé en septembre 2006. Il prône une démocratie sociale au profit des couches défavorisées en Côte d'Ivoire. Et la paix fait le lit du développement, dit-on. Justement, la région du Cavali se prépare à rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions de développement dans leur localité. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, mobilise justement les populations pour cette cérémonie de reconnaissance. C'est l'heure des préparatifs, nous rapporte Eugène Atoubi. La salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan, rampe de lancement du grand événement que préparent dans la synergie d'action les régions du Tongpi, du Cavali et du Guémon, lesquelles forment le district des montagnes. Filles, fils, cadres de ces régions et toutes les têtes fortes, notamment les hauts et très hauts cadres, les élus et membres du gouvernement, dont les ministres Diomandé Vagondo, Albert Flendé, Albert Mabroutouakus et Seredo, ont répondu à l'appel de la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto. Le sage dit, quand vous savez dire merci, soyez certain que vous en recevrez davantage. Et nous sommes donc dans cette dynamique parce que la Côte d'Ivoire avance bien et nous voulons à nouveau faire des projets pour l'avenir de notre district, pour l'avenir de notre région. Et c'est ensemble, main dans la main, population du Tongpi, du Guémon, du Cavali, que nous voulons dire merci au président de la République. En sa qualité de présidente du comité d'organisation, elle rappelle l'enjeu de cette rencontre à fort accent républicain et, comme un envoi en mission, exhorte les uns et les autres à œuvrer pour la réussite de cet événement. L'hommage du district des montagnes au président de la République, Alassane Ouattara. Les organes chargés de piloter l'organisation de l'événement sont connus. D'emblée, les présidents des 3 régions qui composent le district des montagnes sont chargés de l'opérationnel et, selon Claude Ossaï, chef de cabinet du président de la République, ils vont travailler en intelligence avec les commissions constituées, ouvertes à toutes les compétences du district des montagnes. Nous allons lui dire aussi qu'il reste encore beaucoup à faire et donc nous espérons qu'il regarde encore une fois notre district et qu'il nous accompagne dans cette marche vers le développement, dans cette marche vers le mieux-être de nos populations. Un échantillonnage mobilisé en moins de 48 heures. Je reste convaincu que les Ivoiriens verront dans le district des montagnes et à Guiglo ce qu'ils n'ont pas encore vu. Une mobilisation exceptionnelle. Anne Ouloto n'a eu cesse de le rappeler. Toutes les forces vives que compte le district des montagnes doivent engager leurs responsabilités afin que l'hommage de cette partie de la Côte d'Ivoire au président de la République, Alassane Ouattara, soit une entière et totale réussite. En marge de cette activité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a lancé l'opération d'établissement et de délivrance de la carte de service des élus et de la carte professionnelle du personnel des collectivités territoriales. L'initiative vise clairement à contribuer à une meilleure mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation. Les bénéficiaires, vous allez le voir, se réjouissent de cette action. Walter Madou Ouattara. Cette remise des premières cartes professionnelles aux élus se tient au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'opération est la confirmation de la volonté du gouvernement visant l'amélioration des conditions de travail des élus locaux et celles de leurs collaborateurs. Christian Ago, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI, affirme que la carte est initiée pour harmoniser l'ensemble des cartes professionnelles au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Arlette Badou, maire de la commune d'Ara, par ailleurs secrétaire général de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvukossi, fait partie des tout premiers bénéficiaires. Cette carte vient appuyer la notoriété et l'honorabilité des maires. C'est une des avancées majeures qui nous réjouit, qui démontre vraiment la bonne foi de l'État de Côte d'Ivoire à accompagner les collectivités dans leur gestion, dans leur développement intégral. Pour Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est un pan du programme en faveur du développement des collectivités territoriales tel que souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Ma gratitude au président de l'AEDCI et de l'UVIC aussi, ainsi qu'aux membres de leurs organisations respectives,
pour leur constante contribution à une meilleure mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir meilleur pour nos collectivités, en restant fidèles à nos valeurs et en plaçant toujours l'intérêt général au cœur de nos actions, conformément aux instructions réitérées de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Une des particularités de cette carte réside dans son arrimage à la carte nationale d'identité CENI. Là, on s'enrichit des partages d'expériences. Justement, je vous conduis à Lyon, en France, où les collectivités ivoiriennes s'imprègnent de la culture française en matière d'hôtellerie. 5 présidents de conseils régionaux sont en prospection en France. Franck Quadio, depuis Lyon. Une visite d'imprégnation au sein d'une école de référence en formation hôtelière basée à Lyon. 5 collectivités régionales, le Bélier, le Ourodougou, le Sud Comoé, le Gontougo et le Grand Pont, à l'écoute des offres de formation. Il s'agit de constater de visu l'expertise du management français en termes d'encadrement dans l'hôtellerie. Le tourisme intérieur a besoin d'être valorisé et on ne passera cela, on ne réussira cela qu'à travers les régions et les présidents de régions qui seront véritablement des interlocuteurs directs pour nous. La Côte d'Ivoire a maintenant un niveau de maturité au niveau du développement du tourisme qui est le bon pour nous, avec l'organisation de la Cannes, l'implantation de plus en plus importante d'établissements hôteliers à Abidjan, qui fait qu'il y a des réels besoins de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur-là. Une journée d'études sur la thématique du tourisme, toute une industrie qui part de la valorisation de la gastronomie à l'éclosion de l'écosystème de l'hôtellerie. Le ministre de l'Hydraulique, chef de délégation, lui-même président de collectivité et ses pairs ont mené à Lyon des débats fructueux. Nombre de compétences qui sont déléguées aux régions, il y a naturellement le développement du tourisme. Certaines régions sont déjà très actives en la matière. Nous passons par une phase de recensement des atouts touristiques de nos régions respectives. Alors comment on développe déjà un tourisme interne en Côte d'Ivoire. Le groupe Vatel va venir renforcer l'écosystème du tourisme en Côte d'Ivoire par cette formation initiale de base, formation initiale supérieure, puisque nous avons des formations intermédiaires. Cette visite est une initiative de l'Association des régions francophones dont est membre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de la représentation diplomatique ivoirienne en France. L'expression donc d'une diplomatie économique qui se veut hardie. Aujourd'hui, avec la politique ivoirienne, le gouvernement, à travers Dublin Côte d'Ivoire, nous, ambassadeurs, nous avons, surtout l'ambassadeur de France, nous avons pour vocation également d'ouvrir la porte. Nous avons pour intérêt d'aller à l'intérieur de la France pour prospecter d'autres régions, susciter de nouveaux intérêts afin qu'il y ait plus du tourisme. Les premières rencontres économiques entre les collectivités ivoiriennes et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi lancées. Point d'orgue des réflexions à venir sur les enjeux agroalimentaires communs, l'eau et l'assainissement. Voilà, l'union fait la force, mais comment le secteur privé peut-il profiter de la ZLECAf? Un projet est en pleine expansion sur le continent. Le secteur privé et la Commission nationale ne veulent pas rester en marge du processus. Il est donc question de sensibiliser les entreprises du secteur privé sur le fonctionnement de cet libre-échange. La Côte d'Ivoire continue de se préparer pour entrer sur le marché africain et surtout à capitaliser le potentiel de ce marché. Le comité technique de la Commission nationale de la zone de libre-échange continentale ZLECAf s'est réuni récemment. Entre autres questions au menu, affiner la stratégie pour que le secteur privé ivoirien tire le plus de profit possible de la ZLECAf. Mais ce qui a changé, on va dire, c'est la préparation du secteur privé qui a pris vraiment le devant pour mettre une stratégie en place. Les Ivoiriens vont profiter vraiment de l'amélioration de la compétitivité de leurs propres entreprises au niveau national. Former les entreprises, ce que nous avons déjà commencé à faire. Qu'est-ce que c'est que la ZLECAf? Les bénéfices de la ZLECAf, les outils qui sont mis en œuvre pour opérationnaliser et rendre concret ce mécanisme-là qui va nous permettre de pouvoir affronter le marché africain. Le représentant du ministre du Commerce de révéler les efforts de la Côte d'Ivoire pour saisir les opportunités de la zone de libre-échange continentale avant de souligner
le caractère inclusif de la composition de la Commission nationale de la ZLECAf. On a un levier supplémentaire qui nous permet d'être un pays encore plus qui produit plus de croissance, qui donne plus de chances aux jeunes et aux femmes, c'est la ZLECAf. La ZLECAf devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025, augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars d'ici 2035 selon le FMI et surtout sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Voilà, les entreprises du secteur privé sensibilisées sur le fonctionnement de cette zone de libre-échange. Un commentaire de Dangui Dangui. 3 lauréats ont été récompensés pour leur rapport constructif au développement de la physique dans notre pays. Ils ont reçu leur prix ce jeudi au siège de l'ASCAD à Cocody et c'était en présence de plusieurs membres de l'académie. Selon un professeur Obu Asepo, président de l'ASCAD, ce prix est initié afin que les chercheurs ivoiriens contribuent au développement du pays à travers la recherche et l'innovation. On emprunte maintenant l'axe Yamoussoukro-Madrid qui se raffermit. La Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne renforcent justement leur coopération au niveau de la formation et de l'éducation. Un accord dans ce domaine a été signé entre les deux pays cette semaine même. Et cet accord devrait permettre aux enseignants ivoiriens et espagnols de faire des partages d'expériences enrichissants. C'est Forazeki. Cette poignée de main est le signe de la bonne santé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. La ministre Mariatou Koné et José Manuel Barcentos, le secrétaire espagnol en charge de l'éducation, la formation professionnelle et des sports, viennent de renforcer l'axe de coopération entre leurs pays. Yo a este memorando le llamo un memorando puerta. C'est un accord qui c'est comme une porte qui ouvre la collaboration entre les deux pays pour les échanges, mobilité des professeurs et des élèves et échange de bonnes pratiques. Et il y a des professeurs ivoiriens qui vont aller en Espagne l'année prochaine pour être assistants de conversation dans les cours de français en Espagne. En Côte d'Ivoire, on compte environ 900 000 apprenants d'espagnol pour un peu plus de 5 000 enseignants. Des chiffres qui montrent bien l'importance de cette langue dans le système éducatif ivoirien. Pour la ministre Mariatou Koné, cet accord est d'un apport capital dans le rayonnement de l'école ivoirienne. Nous sommes en réforme et il y a certaines pratiques qui étaient caduques que nous devons renforcer, renouveler, améliorer pour la coopération, la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne dans plusieurs domaines, notamment le domaine de partage de bonnes pratiques, le domaine de l'enseignement de la langue espagnole, le domaine du renforcement des capacités de la formation des enseignants. La délégation espagnole était composée de plusieurs personnalités, au nombre desquelles Rafael Soriano Ortiz, l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le chandelier d'or du groupe Emmanuel Presse a tenu sa traditionnelle cérémonie dédiée à l'excellence pour l'œuvre de Dieu dans l'Église. Pour l'édition 2024, les lauréats distingués ont été présentés aux partenaires du groupe Olivier Kra, Jean Magagui et Franck Kofi pour le reportage. 9 révérends pasteurs, archevêques, bâtisseurs de la foi, venus du Burkina Faso, du Mali, du Canada et de la Côte d'Ivoire, sont distingués pour preuve de créativité dans le domaine de la louange et de l'évangélisation. Une initiative nourrie par le groupe Emmanuel Presse. Seul le travail paye. Je voudrais remercier le gouvernement ivoirien dans son ensemble. C'est d'abord le travail bien fait et aimer son travail et attendre son tour. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est pressée, très pressée d'aller vite que le vent. Nous bénissons Dieu parce que tous repartent avec un sentiment de satisfaction. Cela veut dire que nous sommes engagés sur le chemin de l'excellence. Et nous devons poursuivre afin que, à l'instar d'autres structures qui offrent des maisons, qui offrent des voitures à leurs lauréats, que dans le corps de Christ, nous soyons en mesure, un jour, par la grâce de Dieu, d'offrir un toit, d'offrir une voiture à nos lauréats. De l'ombre à la lumière, l'action du groupe Emmanuel Presse mérite le soutien de ses partenaires, selon le directeur général des cultes de Côte d'Ivoire, Bamba Messamba. Je voudrais remercier l'Éternel Dieu qui a permis que
cet événement puisse avoir lieu. Dieu est universel et aussi si nous avons des événements qui réunissent des gens de plusieurs contrées, en tout cas c'est ce que je retiens, qu'ils ont gagné, ils le méritent. Leur choix a été fait de façon objective. Pour l'édition 2024, le thème retenu est que la foi et l'excellence triomphent dans votre vie. Chants et louanges ont doublé ce candidat. On termine par l'Afrique du Sud où le décompte des voix a commencé dans la majorité du pays après les législatives tenues hier 29 mai. La commission électorale s'attend à une participation bien supérieure à celle des dernières législatives en 2019 qui était de 66%. Les résultats définitifs seront connus certainement ce week-end. L'élection de la nouvelle Assemblée nationale qui désignera le prochain président pourrait marquer un tournant historique en Afrique du Sud. L'ANC, le parti au pouvoir depuis 30 ans, pourrait perdre la majorité absolue pour la première fois depuis la fin de l'apartheid. Pour autant, certains Sud-Africains maintiennent leur confiance à l'ANC pour remédier au chômage, aux inégalités et pénuries d'électricité. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain, à la même heure, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. Prenez soin de vous. Promouvons ensemble la paix, la solidarité.